Bonsoir à tous et bienvenue à cette table ronde organisée dans le cadre de la soirée Bien-être au féminin. Je suis très heureuse d'être ici ce soir entourée de femmes exceptionnelles et de structures engagées. Alors je me présente, moi c'est Astrid, animatrice de Elle était une fois sur Radio G, l'émission féministe qui met en lumière les femmes d'hier et d'aujourd'hui. Je suis accompagnée ce soir par Pauline, représentante de Solidarité Femmes 49, l'association qui vient en aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Mais je suis également en présence d'Anne, représentante de la mission Ambassadeur Santé à Unicité, ainsi que de Léonie, chroniqueuse dans Elle était une fois. Et nous serons très bientôt rejointes par Mélanie, qui représente ce soir le CREPSI, le centre de ressources handicap psychique. Alors nous sommes réunis ce soir pour parler du bien-être au féminin, comme l'indique le nom de cette soirée. Mais avant de vous poser la question qui sera le fil rouge de notre échange, laissez-moi vous donner la définition du bien-être. Alors selon le CNRTL, le bien-être est un sentiment d'épanouissement que procure la pleine satisfaction des besoins du corps et ou de l'esprit. Alors dit comme ça peut sembler un peu flou. Et c'est pourquoi nous allons tenter de répondre ce soir à la question suivante. En 2026, comment se sentir épanouie en tant que femme ? Donc, durant la prochaine demi-heure, nous allons réfléchir à cette question par le biais de deux axes, la santé sexuelle et la santé mentale des femmes. L'objectif ici n'est pas de prétendre détenir la vérité, mais de réfléchir collectivement à la question de l'épanouissement. Je serai votre modératrice ce soir et la maîtresse du temps afin d'aiguiller la discussion et de m'assurer de la bonne distribution de la parole. Donc on va commencer dès à présent. L'épanouissement passe par différents domaines, comme par exemple la satisfaction des besoins du corps, comme l'indiquait la définition du CNRTL, mais cela passe aussi par la santé mentale. Sauf que la santé mentale des femmes est bien souvent dépendante de la charge mentale. Et pour celles qui ne comprennent pas de quoi je parle, la charge mentale renvoie à tout ce qui concerne l'organisation, la planification et l'anticipation du quotidien. Si je vous donne des exemples un peu concrets, c'est par exemple devenir la mère de son compagnon et devoir lui expliquer où sont rangées les petites cuillères dans sa propre maison. Ou autre exemple, c'est se casser la tête chaque matin en choisissant sa tenue pour rentrer dans les codes imposés par la société ou pour éviter de se faire importuner dans la rue. En bref, vous voyez le topo. Je me tourne donc vers vous, autour de la table. Est-ce que vous constatez une diminution de la charge mentale chez les femmes en 2026 ? Pauline, qu'est-ce que tu penses de la charge mentale chez les femmes en 2026 ? Alors, moi, j'ai plutôt parlé de mon expérience vis-à-vis de là où je travaille. Ok. Et du coup, nous, c'est dans le discours, en tout cas, la charge mentale des femmes, elle est encore bien présente. Elles peuvent dire qu'elles gèrent 80% du quotidien, même voire 100% du quotidien à la maison. Ok. Donc la charge mentale est bien présente encore. Ouais. Et toi, Anne, est-ce que tu vois une diminution de la charge mentale en 2026 ou pas tellement ? Je pense qu'il y a toujours une charge mentale qui est très présente. Après, chez les jeunes, je pense qu'il y a quand même un changement de mentalité, même s'il est lent et que je pense qu'on commence à aller quelque part. Okay. Mais je pense que ça dépend aussi des environnements dans lesquels on est. C'est vrai que moi, du coup, je suis plus jeune, donc j'ai pas forcément toute la charge de mère au foyer ou ce genre de choses. Bien sûr. Mais ça se ressent même dans le travail. Je parle plus du coup d'expérience personnelle, mais à l'université, où on sent qu'il y a quand même souvent un décalage, j'ai remarqué, dans les travaux faits avec justement des hommes qui ne faisaient rien, en fait. Ça se ressent encore énormément. Mais on espère que ça va continuer de changer et ouais. On l'espère et on le souhaite. Léonie, pour toi, qu'est-ce qui peut être source de charge mentale chez les femmes ? Oh là là, c'est un vaste sujet. Une vaste question, ouais. Vaste question. En fait, ça va être tout ce qu'on a... Enfin, c'est pareil, un peu comme ce que disait Anne. Étant étudiante, j'ai pas encore toute la charge mentale qui peut être liée à la gestion d'un foyer. Mais en fait, par rapport à ça, ça peut être tout ce qui va être gérer la maison. Ça peut être si les femmes ou les personnes sexisées ont des enfants, c'est la gestion de tout ce qui va être lié aux enfants. Ça va être à l'université, pour moi, devoir rappeler tout le temps dans les groupes qu'il faut faire ça, qu'il faut être là à telle heure, parce que certaines personnes peuvent oublier, souvent des personnes, des hommes. Voilà, c'est ce genre de choses à devoir toujours se rappeler des événements et le rappeler aux autres.
en plus qui peut donner une charge en fait. Ok. Comme nous venons de le dire, donc la charge mentale prend une place très importante dans la vie des femmes. Alors, comment on peut faire pour réduire cette charge mentale et ainsi aider les femmes à s'épanouir ? Si je reprends par exemple les situations évoquées précédemment, c'est-à-dire l'homme, enfant et la pression de l'habillement, on peut essayer de trouver quelques pistes d'amélioration. Par exemple, dans le couple, on peut envisager de poser des limites claires dès le début de la relation et faire preuve de maturité émotionnelle pour discuter, communiquer dès que les limites sont dépassées, franchies, pour se réaligner ensemble. Ça peut être déjà un premier pas. Et déterminer dès le début de la relation que l'homme est autant acteur dans le quotidien et la vie du foyer que la femme et qu'on soit tous OK. Voilà. Et si on reprend la question de la tenue qui dépend des codes et de la morale, on peut essayer de travailler sur son estime de soi pour apprendre au fur et à mesure à se détacher de ces codes parce que finalement, c'est souvent lié au regard qu'on a de soi-même. Donc ce sont quelques idées, mais est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous en pensez et surtout, est-ce que vous pensez à d'autres petites astuces pour réduire la charge mentale ? Pauline ? Je rejoins assez l'idée qu'il faut poser ses limites en fait et être à l'écoute de ce qu'on a besoin et de ce qu'on veut en fait pour soi. Je pense que c'est un peu propre à chacun. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, mais en tout cas savoir de quoi on a besoin et être à l'écoute de ses besoins. Et que aussi si à un moment donné on n'a pas envie de faire le ménage dans sa maison, c'est pas grave, on peut aussi le reporter au lendemain ou aussi voir son compagnon et pourquoi pas lui dire est-ce que toi là tu veux pas le faire parce que moi j'ai pas envie. Ça peut être aussi ça, et pour l'inclure tout le monde dans le quotidien et la gestion de la maison. Ok. Et est-ce que, avec Solidarité Femmes 49, du coup, vous aidez un petit peu, vous accompagnez les femmes à définir un peu ce genre de limites ? Nous, on essaye en effet, quand elles viennent nous voir, d'être à l'écoute de leurs limites, surtout dans une relation de couple, qu'est-ce qu'elles n'accepteraient pas dans des futures relations ou dans leur relation actuelle, qu'est-ce qui n'est pas OK pour elles. En tout cas, ça, c'est sur quelque chose qu'on travaille avec elles. Être à l'écoute de leurs besoins, de ce qu'elles ont envie de faire aussi. L'idée, c'est qu'elles s'épanouissent. Donc, du coup, nous, on a envie qu'elles s'écoutent et qu'elles aillent où elles ont envie d'aller sans avoir le regard des autres. Mais c'est un long travail. C'est un très long travail, effectivement. Anne, est-ce que tu aurais des petites astuces pour réduire la charge mentale au quotidien ? Déjà, la chose qui m'est venue en tête en premier, c'est un chemin qui est long, mais de trouver un entourage aussi très fort, notamment entre femmes, et pas que forcément, mais surtout de vraiment trouver des piliers féminins pour nous amener vers l'avant, et aussi même défaire les stéréotypes de genre au fur et à mesure. Je sais que, après nous, on n'a pas tant d'interventions là-dessus, mais dans mon service civique, du coup, on fait des interventions sur la vie affective et sexuelle, et parfois on travaille justement avec les jeunes sur les stéréotypes de genre pour essayer de les défaire un petit peu au fur et à mesure. Et peut-être que ça permet du coup sur le futur, quand ils vont grandir, de défaire ces stéréotypes. Et tu parlais aussi des vêtements tout à l'heure, et c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose c'est super dur de s'en défaire, comme ça va dans plein de choses. Je sais que moi j'ai l'impression des fois de me dire ok c'est bon, je me suis défait, je trouve mon propre style, des trucs comme ça. Et en fait des fois il y a quand même des fois des vêtements où on se dit là si je porte ça il peut m'arriver une merde ou il peut y avoir quelque chose et tout. Mais après là j'en profite, ça me fait penser comme il y a un événement par exemple demain des Bringues, c'est des soirées que pour filles où justement c'est hyper chouette comme endroit, comme c'est vraiment des moments déjà très forts de sororité où par exemple justement la question des vêtements, en fait je me rends compte que les femmes s'habillent comme elles veulent, y a pas de souci, vraiment des maquillages super, des tenues trop mimi et tout le monde se supporte et se complimente, et ça fait du bien d'avoir des espaces comme ça réservés pour les femmes et qui permet peut-être de, sur un temps court au moins, de ne plus penser à la charge mentale. Voilà. À ton sens, la sororité et le fait d'être entre femmes peut aider à se défaire de ces codes, ou du moins d'avoir un espace où on peut s'en défaire ? Totalement. Totalement, ouais. Ok. Et toi, Léonie, est-ce que tu as des petites astuces, des petites idées pour réduire la charge mentale, ou si tu veux réagir à ce que viennent de nous dire Pauline et Anne ? Je trouve que c'est super important de verbaliser les choses, parce que c'est en verbalisant toute la charge mentale et tous les problèmes qu'on peut avoir qu'on peut s'orienter vers un changement qui sera peut-être plus profond sociétalement dans son groupe proche. C'est en mettant en lumière en fait ces actions-là et vraiment l'importance de la verbalisation
des actes, des problèmes, de tout ce qu'il y a. Ok, merci. Comme je le disais en donnant la définition de la charge mentale, les femmes ont souvent la responsabilité de l'organisation et de la planification. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait inverser la tendance et ainsi libérer les femmes de cette responsabilité ? Pauline ? Je pense que oui, ou si c'est pas de l'inverser, au moins la rééquilibrer en fait au sein d'un couple. Mais je pense que il y a des fonctionnements de couple où c'est inversé, ça existe. On y tend de plus en plus en tout cas. On y tend, ouais. Anne, qu'est-ce que t'en penses de ça ? En vrai, pareil, je pense qu'on y tend, mais ouais, c'est encore une fois un long chemin, mais ça peut se faire. Mais je pense que ça se fait dès le plus jeune âge, encore une fois, comme les stéréotypes, où en fait c'est basé sur les stéréotypes de la femme fait tout au foyer, les enfants voient leur mère faire tout, avoir la charge de tout, et du coup vont répéter les mêmes schémas. Donc il faut dès l'enfance changer ça et avoir des schémas qui sont déjà changés pour les plus jeunes. Changer les schémas dès le plus jeune âge. Léonie, est-ce que tu penses que l'éducation auprès des enfants les plus jeunes pourrait aider à inverser ce genre de tendance ? Ah ouais, bien sûr, c'est hyper important de mettre en avant le fait que, en fait, dès le plus jeune âge, de montrer aussi des exemples de tâches partagées, de montrer des exemples d'hommes qui s'impliquent dans les gestions de tâches qu'on a pu considérer comme réservées aux femmes avant, et justement en fait de grandir avec des modèles, alors pas forcément parents, mais ça peut être entourage proche, des modèles qui ont ce rapport plus sain à la gestion du quotidien. Ça peut justement donner l'exemple. Des rapports plus sains, pour donner l'exemple et inverser ce genre de tendance, globalement, c'est ce qui ressort pour la charge mentale. Super. Merci beaucoup. Notre invitée du Crepsi n'est pas encore arrivée, je crois. Elle devrait prochainement arriver, donc on l'attend et on attend Mélanie avec grand plaisir pour pouvoir échanger avec elle. Donc l'épanouissement des femmes passe donc par la santé mentale, comme on vient d'en discuter, mais également par d'autres biais. Toujours en reprenant la définition du CNRTL, le bien-être est également procuré par la pleine satisfaction des besoins du corps, autrement dit la santé physique et notamment la santé sexuelle. Malheureusement, parce qu'il y a toujours des malheureusement, l'errance médicale est encore trop le quotidien des femmes, qui voient leurs symptômes souvent être minimisés par la part de bon nombre de professionnels de santé. Depuis 2024, le gouvernement tente de mettre en place des dispositifs en faveur de la santé des femmes dans l'objectif d'améliorer la santé sexuelle et reproductive, de mieux prendre en compte les spécificités de la santé des femmes et de renforcer leur accès à la santé. Dans ces dispositifs prévus, il y a par exemple un accès gratuit et sans ordonnance à des préservatifs internes pour les jeunes jusqu'à 25 ans en pharmacie, dans la continuité donc de ce qui avait été annoncé pour les préservatifs externes. Ces annonces ont été faites en 2024, on est en 2026. Est-ce que 2 ans plus tard, ils ont réellement été mis en place, et surtout, est-ce qu'au quotidien, on voit un vrai accompagnement des femmes et des personnes menstruées ? Pauline, qu'en penses-tu ? Est-ce que tu trouves qu'il y a un meilleur accompagnement ces dernières années sur la santé des femmes ? Je pense qu'il y a quand même des évolutions. Après, nous, je sais que dans le cadre de notre travail, c'est des choses qu'on amène et on les oriente beaucoup à prendre du temps pour elles au niveau de la santé et à aller consulter des gynécologues et tout ça. Je pense que ça évolue, mais qu'on peut encore mieux faire sur ce sujet-là. Et comment on pourrait mieux faire Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, changer pour mieux accompagner les femmes ? Continuer tout ce qui peut se faire autour de la prévention. Je pense que la prévention, c'est un axe hyper important et qui peut intervenir dès le lycée ou dès le collège et continuer des lieux de prévention partout, parce que je pense que c'est des lieux de sensibilisation où on touche beaucoup de monde. Et je pense que c'est la première chose à faire. Et après, il y a quand même sur Angers pas mal de lieux sur la santé sexuelle. Donc, il y a la Maison Olympe, nous, avec laquelle on travaille, et qui est quand même plutôt chouette, avec des professionnels qui sont plutôt à l'écoute et qui prennent le temps de recevoir, et que ces lieux soient vraiment mieux connus du grand public pour être orientés au maximum, en tout cas. Ok, je vois. Et c'est super intéressant, je suis complètement d'accord. Anne, est-ce que tu vois, toi, dans ton quotidien, une amélioration de l'accompagnement des femmes dans leur santé ?
Au niveau de l'accompagnement, je ne saurais pas forcément dire, honnêtement. Par contre, je rebondis plus sur la prévention qui a été mentionnée avant, où du coup, on fait beaucoup de visites dans des classes et du coup, c'est très chouette de voir ça. Comme je sais qu'en tout cas, légalement, on est censé avoir des cours de vie affective et sexuelle régulièrement 3 fois par an de scolarité. Je sais que moi, j'en ai pas eu 3 fois par an. J'ai peut-être eu une fois au collège et une fois au lycée. Je suis pas sûre d'avoir eu plus. Et du coup, c'est chouette de voir que là, en tout cas à Angers, il y a beaucoup de structures qui mettent en place. Enfin, je dis, par exemple, nous, du coup, à Unicité, on y va, mais il y a aussi les Noxambules. Je sais qu'il y a le CJ des Flora Tristan qui vont auprès des élèves. Je sais pas si c'est aussi une différence de ville et campagne. Comme je sais que des fois, en ville, il y a peut-être plus d'accès, mais en tout cas, peut-être que c'est aussi juste... maintenant, il y a plus de structures qui sont à même de faire ça. Et en même temps, d'un côté aussi, on voit que les jeunes, il y en a beaucoup qui sont au courant, mais aussi beaucoup qui finalement ne sont pas du tout au courant et se sentent pas concernés. Donc c'est en amélioration, mais pas... ça reste quand même très mitigé, j'ai l'impression. Et donc il faudrait accentuer un petit peu tous ces dispositifs qui sont déjà en place. Oui, encore, mais aussi c'est souvent des problèmes de budget, c'est une autre question. Effectivement, le budget, ça peut freiner. Léonie, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'accompagnement des femmes, de ton point de vue personnel ou si tu veux rebondir sur ce qui a déjà été dit? C'est vrai que c'est une question qui est compliquée. Moi, de mon point de vue personnel, je vois qu'il y a encore, il y a des soucis, notamment quand je vois sur les questions, par exemple, d'endométriose, qui ont beaucoup de problèmes à être diagnostiqués par des médecins et qui est pourtant une maladie qui touche énormément de femmes. Et en fait, on a beaucoup de problèmes sur ces genres-là. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin, comme disait Anne, de beaucoup de prévention. On a besoin des cours d'EVARS, d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Il y a beaucoup de lettres. On a besoin de ces cours-là, on a besoin que ce soit mis en place pour que justement on soit sensibilisé dès le plus jeune âge à toutes ces problématiques, qu'on soit sensibilisé à la relation au corps, qu'on soit sensibilisé à l'affect et au relationnel avec les autres. Enfin, c'est super important. Et dès le plus jeune âge, tu penses que c'est le plus important ? Ouais, bien sûr, par palier, évidemment, parce qu'on n'a pas besoin d'apprendre les mêmes choses à 3 ans, à 12 ans et à 16 ans. Mais c'est hyper important justement de faire ce chemin avec les enfants et les ados et les jeunes adultes pour apprendre en fait tout ça avec des personnes qui ont ces clés de connaissances-là et qui peuvent les transmettre. Et est-ce que Pauline, tu penses qu'à l'âge adulte, on a encore des choses à apprendre sur tous ces sujets ? Parce que là, on parle beaucoup de sensibiliser les plus jeunes, mais est-ce que nos aînés, on a encore des choses à leur apprendre ? Au niveau de la santé ? Au niveau de la santé sexuelle ou des femmes ou mentale ? Je pense que oui. Nous, en tout cas, au travail, on reçoit beaucoup de femmes de milieux sociaux vraiment très différents et d'âges vraiment différents et même de cultures différentes. Et on voit, il y a des femmes qui ont peu de connaissances de leur corps, en tout cas aujourd'hui. Et c'est important qu'on continue en tout cas à diffuser les informations et accès. Ouais, je pense qu'il y a encore ce public a encore à sensibiliser, même s'il est plus âgé. Et si on imagine que du coup la sensibilisation, elle se fait pas de la même manière auprès des plus jeunes ou des plus âgés, comment faire comment vous accompagnez les femmes que vous accompagnez avec Solidarité Femmes 49 ? Alors nous, on est beaucoup sur des rendez-vous individuels. Ok. Du coup, on reçoit, l'axe, ça va être les violences conjugales au sein du couple, mais au cours de l'accompagnement, on peut parler de différents sujets et on peut être amené à parler de la santé et de la santé sexuelle. Et du coup, moi, ça m'est arrivé de pouvoir accompagner à des rendez-vous aussi si la femme était OK et de se rendre compte qu'elle connaissait très peu son corps, en fait, et du coup, d'être amené avec le professionnel de santé, de pouvoir lui expliquer, en tout cas, son corps et tout ce qui se passe. Comme on le disait, bon nombre de dispositifs et d'actions en faveur de la santé des femmes sont malheureusement méconnus et pas assez médiatisés, rendant leur accessibilité bien plus difficile. Comment remédier à ça et par quels moyens pouvons-nous agir collectivement pour changer la donne, selon toi, Léonie ? Je pense que c'est hyper important de faire aussi ce travail collectif de groupe, de parler entre nous, de aussi normaliser, de parler de ces sujets-là.
d'enlever tout le tabou qu'il y a autour de la santé sexuelle, autour de la santé mentale, parce que plus on va en parler, moins on aura de problème à aller aussi chercher les informations et à ce que les informations viennent à nous. Et puis il y a aussi un gros travail à faire de communication. Alors pourquoi pas utiliser les réseaux sociaux aussi pour parler aux plus jeunes, mais aussi utiliser les moyens, je sais pas, la télé, les allocutions, j'en sais rien, mais trouver un moyen de communication, mais aussi entre nous, de discussion. Aussi entre nous, créer des petits groupes ou entre copines. Ouais. Nous, on valorise beaucoup les copines au sein de notre émission. Tu penses que les copines, c'est vraiment une source aussi qui peut apporter sur ce genre de sujet ? Oui, bien sûr. Y a plein de sujets auxquels j'ai été sensibilisée parce que des amis ont eu ça et parce qu'elles m'en ont parlé, parce qu'il n'y avait pas de tabou sur plein de questions par rapport à la contraception, par exemple. Des amis qui ont pu avoir un stérilet et qui m'ont expliqué comment ça fonctionnait, comment les rendez-vous se passent. J'ai appris ça grâce à elles. Des amis qui ont de l'endométriose qui m'ont parlé des rendez-vous chez le médecin. Et en fait, toute cette prévention-là, elle se fait aussi via ce cercle d'amis proches, en tout cas moi que j'ai pu avoir. Est-ce que toi, Anne, tu as des petites idées pour collectivement changer la donne et diffuser un peu plus ce genre de sujet ? Honnêtement, je vais redire un peu les mêmes choses que Léonie, les copines. Aussi, même comme ça dit, les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, auprès des jeunes, c'est, je pense, une des choses. Faut aller les chercher là où ils sont. Et je m'inclus dedans. Carrément. Du coup, pour les autres. Pour les plus âgés, je vais dire les adultes, je suis adulte, mais. Les adultes plus adultes. Je dirais. Peut-être la télévision aussi, peut-être passer par les séries aussi, ça se fait déjà beaucoup, mais les séries, les films, ça peut être un bon moyen aussi d'apprendre et de poser des questions, que ce soit en termes de représentation, sur ce genre de choses. Mobiliser la pop culture pour sensibiliser. Globalement, c'est la sensibilisation qui revient beaucoup. Je pensais aussi à des événements comme ce soir qui offrent des espaces pour discuter de ces sujets et mettre en avant et se renseigner, surtout c'est super important. Et je pense aussi, par exemple, au livre de Endo France, l'endométriose de Clara, écrit par Yasmine Kando. Est-ce que vous pensez que ce genre d'outil, en l'occurrence ici un livre, peut permettre de toucher de nouveaux publics, Pauline ? Ouais, je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de livres qui existent sur ces sujets-là. Et il y a vraiment des chouettes livres. Nous, à l'association, on a pas mal de livres. Et il y a des livres qui expliquent même aux parents comment en parler à ses enfants. Comment parler de son corps, de son intimité, et à tout âge de la vie. Et moi, je pense que le livre est un super support, en tout cas, pour ça. Est-ce que on pourrait envisager d'autres supports de sensibilisation, d'autres outils qui sont pertinents et qui sont peut-être pas assez mobilisés, assez pris en compte, mais qui peuvent offrir de belles choses ? Anne, qu'est-ce que t'en penses ? Autre que les livres, du coup. Par exemple, ouais. Peut-être du coup toujours dans les livres, mais au lieu de des romans, je sais pas trop toi si tu pensais plus à des romans mais BD. Du coup peut-être plus vers des BD aussi. Pour en fait je pense que les livres c'est super intéressant, mais aussi souvent c'est des personnes qui sont déjà un minimum concernées qui vont aller vers ces supports, pas forcément, mais en tout cas souvent ça dépend aussi à quel point c'est des livres théoriques ou vraiment plus ludiques, mais trouver du coup diversifier un peu tous les types de supports en fonction des goûts de chacun, je pense que c'est assez important. Léonie, t'es d'accord avec ça également ? Ouais, d'accord. Et puis pour rebondir sur ce qu'avait dit Anne à la question d'avant, aussi d'avoir dans les médias, les séries, les films, d'avoir ce genre de sujet aussi, ça participe à la démocratisation des sujets et ça peut donner aussi des pistes de réflexion qui peuvent orienter après justement vers des livres pour avoir plus de connaissances, mais au moins pour évoquer les sujets et pour qu'ils soient présents dans les médias, dans la pop culture, dans nos centres de discussion. Merci beaucoup. Tu veux réagir, Anne ? Juste, je pensais à ça. Après, ça dépend encore une fois de chaque personne va consommer différents types de médias, mais je pensais aussi moi aux vidéos essais. C'est quelque chose. Quand on est sur YouTube, on peut facilement tomber dessus et il y a beaucoup de vidéos essais qui vont durer entre 20 minutes et des fois même 1 heure sur plein de sujets différents et ça peut être des bons moyens. C'est souvent des gens qui ont fait beaucoup de recherches, qui vont aussi des fois citer des sources aussi. Donc c'est vraiment hyper intéressant et ça permet d'avoir une approche. Encore différente, et pareil les podcasts aussi. Les podcasts aussi, c'est vrai qu'on l'a pas cité, mais en tout cas il y a plein de sources super intéressantes. Il nous reste 5 minutes, mesdames, je vous l'annonce. On va encore un petit peu de temps pour discuter, mais le temps file à une vitesse.
Donc je vous pose la question, quelle solution peut-il y avoir pour que la santé des femmes et des personnes menstruées ne soit plus invisibilisée ? Comment faire pour mettre en avant ça ? On a déjà un peu parlé jusqu'ici, mais est-ce que Léonie, tu as un autre truc pour que ce soit plus invisibilisé ? En fait, je pense que faut aussi que nous-mêmes, en fait, on s'en saisisse. Et moi, il y a quelque chose, en fait, je m'empêche d'avoir honte d'évoquer certains sujets. Et en fait, je force les débats et je force à ce que ce soit normalisé. J'ai pas honte de dire que j'ai mes règles parce que c'est naturel et que c'est normal. Et j'ai pas honte de parler d'autres sujets. Et je me dis qu'en le disant de manière si normale et sans que ce soit vraiment un sujet, justement, je contribue aussi de ma manière dans mon entourage à normaliser ces sujets et à du coup ce qui soit oui c'est ça, plus un tabou et qu'on puisse en parler. Anne, Pauline, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, réagir, Anne ? Moi, je veux juste rajouter, vraiment dans le même sens, mais vraiment cette idée d'envahir l'espace public, un peu à la fois du coup d'aborder les sujets avec les amis pour justement rendre ça moins tabou, mais aussi pour que d'autres personnes en dehors du groupe, même si on ne rend pas toute la conversation, de dire ok, c'est ok de parler de ça dans un lieu public, c'est ok de parler de tout et n'importe quoi et de rendre tout moins tabou et de prendre la place. Ouais, de prendre la place. Trop bien. Pauline, est-ce que... Je rejoins les idées et je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire dès le plus jeune âge en fait, avec tout petit, avec des tout petits, poser tous les mots avec simplicité en fait, et je pense que si on y arrive dès petit, ça peut que aller après dans le bon sens en grandissant. Donc on revient toujours à cette question de la sensibilisation des plus jeunes. Anne, tu veux aussi très souvent, là on parle des femmes, mais du coup aussi d'en parler aux hommes en fait, tout simplement. C'est vrai, on n'a pas parlé des hommes ce soir. Il n'y a pas forcément besoin d'en parler, mais en tout cas juste leur parler des règles, leur parler de la contraception, parce que c'est pas que à eux d'être au courant de ça et de tous les autres sujets, faut aussi qu'ils soient au courant pour changer la charge mentale et tous les trucs autour. Et on revient à notre premier sujet, c'est une boucle parfaite que tu viens de nous faire, Anne, c'est fantastique. Effectivement, éduquer les hommes, je pense que c'est aussi important pour les forcer à prendre leur place aussi et une responsabilité. Léonie, tu vas ajouter. Mais oui, justement, en fait, pour revenir à ça, en fait, en parler aussi en présence d'hommes, pour que ce soit plus un sujet de honte d'en parler entre femmes et entre personnes sexisées, mais aussi d'en parler avec des hommes présents. Que ça devienne en fait plus un sujet de genre, mais que ça devienne un sujet normal qu'on peut évoquer, les problèmes liés aux règles, les problèmes liés à plein de choses. Il n'y a que ça qui me vient en tête, mais il y a tellement d'autres choses. Mais que ça devienne en fait quelque chose de normal d'en parler avec n'importe qui. Pauline, tu rejoins ce qu'elles disent, éduquer les hommes globalement. Ouais, tout à fait. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je rejoins aussi l'idée on parlait d'en parler avec ses copines. Nous à l'association, on va faire aussi des groupes de parole. Ok. Et du coup, je trouve que le collectif amène beaucoup et de pas se sentir seul en fait. En parler, ça amène à pas se sentir seul et à se retrouver en fait dans les autres. En fait, on vit toutes à peu près les mêmes choses. Et du coup, ne pas rester seul, en tout cas, ça serait ça l'idée. Ne pas rester seul, c'est un beau mot de la fin. La solidarité, la sororité, ne plus avoir honte et reprendre possession de l'espace public. Merci beaucoup pour vos réponses et pour cet échange. J'ai vraiment adoré discuter avec vous. Cet échange était bien trop court. Il m'en manque, je reste sur ma faim et je suis sûre que vous aussi. On aurait pu en discuter encore pendant des heures, c'est une évidence, mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais pas d'inquiétude, la soirée n'est pas terminée. Vous pouvez donc retrouver Solidarité Femmes 49, Unicité, le Crepsi, Endo France, Réglons ça et toutes les autres activités et personnes présentes à leur stand ou dans le J Connecté ce soir. Merci encore à vous et surtout merci à vous tous de nous avoir écoutés, débattre et échanger. Si vous souhaitez continuer à parler de féminisme et notamment sur la manière dont la société contrôle la façon de s'habiller des femmes, je vous donne rendez-vous le 25 mars à 13h sur Radio G dans Elle était une fois. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. So he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her, you make me do too much labor.